Et Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement parler de la International Seabed Authority, ISA, ou Autorité internationale des fonds marins. L'Autorité internationale des fonds marins a son siège à Kingston, capitale de la Jamaïque. Les États adhérents à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Convention de Montego Bay, y participent automatiquement. C'est une institution spécialisée des Nations Unies, c'est-à-dire une organisation technique du système onusien, juridiquement indépendante, mais entretenant toutefois des liens organiques et fonctionnels avec l'ONU. Ces litiges sont réglés par une chambre spéciale du Tribunal international de la mer. Elle est compétente en matière d'exploitation de la zone, c'est-à-dire le sol et le sous-sol de la haute mer, zone de liberté en droit de la mer. Mise en place en 1994 au moment de l'entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay et opérationnelle en juin 1996, l'ISA est composée de plusieurs organes. Tout d'abord, un secrétariat général constitué d'un secrétaire général élu pour 4 ans par l'Assemblée sur proposition du Conseil. En second lieu, une assemblée plénière, organe suprême de l'autorité internationale, décidant à la majorité des 2 tiers. Ensuite, un conseil restreint de 36 membres élus par l'Assemblée qui approuve les plans de travail de répartition du Fonds des mers. Une commission des finances chargée de surveiller le financement et la gestion financière de l'autorité. Et pour finir, l'entreprise, un organe opérationnel et commercial de l'autorité doté d'une personnalité juridique autonome chargée de l'exploitation des ressources du Fonds des mers. L'autorité internationale des fonds marins a théoriquement vocation à exploiter les ressources du Fonds des mers sans porter préjudice aux pays en développement. Des transferts financiers seront faits aux États qui subiront des préjudices du fait de l'exploitation du Fonds des mers. De plus, l'autorité doit normalement faire en sorte que l'environnement marin soit protégé des effets nuisibles consécutifs aux activités d'exploration et d'exploitation de la zone. Le Conseil est compétent pour attribuer un secteur de 75 000 km² aux investisseurs. Ces derniers ne pourront mener que des activités de recherche, de prospection et d'exploration et devront verser des redevances à l'autorité internationale, environ 1 million de dollars par an. Ce statut d'investisseur pionnier est expressément reconnu à plusieurs entités et des contrats de 15 ans ont été passés avec de très nombreux acteurs économiques. Tous concernent des nodules polymétalliques dans l'océan Indien et surtout dans la zone Clarion-Clipperton dans le Pacifique. Un accord du 29 septembre 1994 est venu en quelque sorte privilégier les États développés dans ce système, et ce pour acquérir une plus large adhésion internationale. Le régime actuel, tel qu'il ressort de la lecture combinée de la partie 11 de la Convention de Montego Bay et de l'accord de 1994 dont on vient de parler, s'inscrit dans une conception plutôt libérale et assez éloignée de la notion de patrimoine commun. Le système d'exploitation ne repose plus sur une approche quasi supranationale de service public, via l'autorité internationale des fonds marins et son organe opérationnel, l'entreprise, mais sur un schéma plus traditionnel. En effet, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales de la zone sont appelées à s'effectuer dans le cadre juridique de contrats conclus entre l'autorité et des opérateurs. Il n'y a pas encore de code minier complet de l'autorité, ce qui empêche l'exploitation à proprement parler, mais après un échec des négociations de 2023, l'ISA devra trancher en juillet 2024. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur la International Seabed Authority. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!